Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Le pape François a nommé Monseigneur Midja Lescovar comme nouveau nonce apostolique en République démocratique du Congo. Il remplace Monseigneur Ettore Balestrero. L'annonce a été faite ce mardi 16 avril 2024 par le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Donatien Cholet. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Maître Marc Ekila, a tenu une réunion le lundi 15 avril 2024 à Kinshasa. Au cœur de cet entretien, l'affaire partenariat entre la Société Transport du Congo, dit Transco, et l'entreprise Solitech visant à digitaliser cette entreprise de l'État. Maître Marc Ekila a voulu par ces échanges s'imprégner du dossier après des informations distillées sur les réseaux sociaux faisant état d'un paiement de 1 428 875 $ américains par Transco pour sa digitalisation. Des informations démenties par le responsable de ces deux entreprises au cours de cette réunion. Dans son propos tenu à cette occasion, le directeur général des Solitech a révélé que la somme véhiculée sur les réseaux sociaux est une estimation transmise à Transco en rapport avec la digitalisation des 500 bus en raison des 2 875 $ par bus annuellement. À l'en croire, pour la phase expérimentale, Transco n'a rien investi dans ces projets. Solitech, a-t-il précisé, prend en charge les projets à 100%. Je réfute cette allégation qui dit que nous avons donné à Transco 1 million. Faux. Je réfute l'allégation qui dit que nous avons transmis à Transco les coûts d'investissement de notre projet. Pourquoi, Excellence? Dans les contrats de prestation de services signés avec Transco, moi, j'ai qualifié cela d'un pré-contrat. Pourquoi? Il y a un article qui dit, si l'expérience est heureuse, si les tests approuvent que c'est avantageux, donc c'était au conditionnel. Donc, Transco, donc ce n'est pas un contrat définitif, en fait, qu'on a signé. C'était juste pour que Transco me montre la bonne volonté que l'argent que je dépense, hein, il y a un papier. Et on l'a fait. Ce sont des choses qui dérangent vraiment, Excellence. Quand vous prenez les 1 428 875 000 divisé par 500 bus, vous avez un bus qui doit payer annuellement 2 875 $. Si vous le divisez par mois, le bus va payer 79,4 $. Un bus. Si vous le divisez par jour, le bus va payer 3 $ par jour. Depuis que nous sommes en période expérimentale, puisque je vais parler aussi de ça aussi, Transco n'a rien injecté dans le projet. Je prends en charge à 100% le... Le directeur général des Transco a pour sa part soutenu qu'aucun fonds de sa société n'a été déboursé pour ces projets. Moi-même, d'abord, attends, j'ai dit non, mais ça c'est un marché public. Comment on peut faire ça de gré à gré sans les autorisations? Les directeurs financiers, les directeurs d'exploitation. Il y a eu des avis de nature à faire que ce contrat soit reformulé. Donc ce que vous avez là-bas, c'est les projets, c'est les Bosch, voilà. Les Bosch soumis au comité, parce que le premier a eu beaucoup de problèmes de droit et d'économie et de finances. Ces documents existent. Ce n'est entre parties. Non, l'argent, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu de part et d'autre. Mais, s'il faut ajouter, pendant l'étape expérimentale, Solitech estime que, en attendant que toutes ces formalités administratives soient remplies, avec de non-objections, ceci, si on peut lui donner quelque chose. La Commission électorale nationale indépendante a procédé à la publication des listes définitives des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que des sénateurs.
Cette publication intervient après avoir reçu de la Cour constitutionnelle et des cours d'appel faisant office des cours administratives d'appel des arrêts consécutifs au recours contre des décisions du 29 mars portant publication de listes provisoires des candidatures déclarées recevables et irrecevables à ces deux scrutins. S'agissant de l'élection des sénateurs, la Cour constitutionnelle a réceptionné au total 7 requêtes, dont 5 jugées irrecevables et 2 recevables, mais non fondées. Concernant l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de province, les cours d'appel faisant office des cours administratives d'appel ont reçu au total 25 requêtes, dont 12 jugées irrecevables et 7 recevables, mais non fondées, et 6 recevables et fondées, dit la commission électorale dans un communiqué. La liste définitive ainsi publiée sont affichées au secrétariat exécutif provinciaux et sont disponibles sur les sites web de la CENI. Cette étape du calendrier électoral suit l'organisation de 4 scrutins combinés à suffrage direct en décembre de l'année dernière. Les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs sont en direct, les députés provinciaux étant responsables de l'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Formation imminente du gouvernement. Jean-Tini Ngobilambaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, et son ACPA, reçu ce mardi 16 avril 2024 par la première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Nous avons été invités par la première ministre pour échanger autour des enjeux de l'ère, notamment la formation du gouvernement. Et comme vous le savez, notre formation politique, notre regroupement politique ACPA s'en est tiré avec 13 députés lors des élections de 2023. Il était tout à fait normal que nous soyons associés à tout ce qui se passe actuellement et surtout concernant la formation du gouvernement. Bon, nous avons été édifiés par la première ministre qui nous a parlé de la taille du prochain gouvernement. Il nous a également parlé des 6 engagements majeurs du président de la République concernant son deuxième mandat. À notre tour, comme vous le savez, sa nomination en tant que la toute première ministre femme dans notre pays est un événement majeur pour lesquels on ne pouvait pas passer sous silence. Nous l'avons félicité à travers les ondes. Et là, aujourd'hui, l'occasion faisant les la ronde, nous lui avons félicité de visu. Et nous lui avons souhaité également nos vœux de réussite pour son mandat. La première ministre nous a parlé des profils et nous a suggéré de proposer à chaque fois 3 noms pour chaque poste. C'est ce que nous allons pouvoir faire. Il nous a donné des orientations pour s'y faire. C'est ce qu'on va faire. On a besoin pour nous de commencer à tout divulguer, mais tel qu'elle a donné des orientations assez claires quant à ça. Je pense que le problème de temps ne va pas s'opposer, dans la mesure où la Première ministre nous a donné un deadline. Donc nous avons jusqu'à jeudi, donc nous avons pratiquement 48 heures pour remettre nos listes. Lors d'une parade organisée ce lundi 15 avril 2024 par le général Christian Chiwewe, chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, avec les FARDC et la police, un enfant de 13 ans, porteur d'un message de Dieu, s'est adressé aux officiers généraux et supérieurs de l'armée et a transmis la prophétie sur le sort de quiconque est en train de trahir le pays et de commettre la violence à ces termes. Nada,
L'exploitation artisanale du bois d'œuvre est l'une des activités les plus bénéfiques en République démocratique du Congo. La Banque mondiale a mené une étude en 2015 qui a révélé que le volume de production du bois d'œuvre a atteint chaque année entre 3 à 4 millions de mètres cubes. Il faut souligner que plus de 90% du bois d'œuvre du pays provient sans doute du secteur artisanal. Si ce secteur est bien encadré, il pourrait devenir un pourvoyeur d'emplois et contribuer ainsi à l'économie nationale pour le bien-être de cette communauté. Pour mieux comprendre les contours de ce secteur qui est considéré comme destructeur des forêts congolaises, nous avons mené des enquêtes dans 3 provinces forestières, à savoir l'Équateur, les Maïndombe et la Chopo. Parlons d'abord des 2 provinces dont l'Équateur et les Maïndombe. À l'Équateur, nous avons posé la question à un ancien gouverneur pour en savoir un peu plus. On n'a pas connu l'ampleur de l'exploitation artisanale comme on le connaît aujourd'hui. La plupart des exploitants artisanaux que moi j'ai connus quand j'étais gouverneur, eh bien, ils se limitaient juste à prélever 2 ou 3 arbres. Ils viennent vendre ici à Kinshasa ou ils vendent dans les parages pour juste attraper de quoi manger ou faire fonctionner une petite scierie locale. Depuis plus de 10 ans, la forêt congolaise reçoit des exploitants artisanaux illégaux et c'est là sous les yeux des responsables de la province. Un inspecteur forestier explique. Ici dans la province, vous verrez même que si vous passez au niveau du bureau de gestion contrôle forestier, demandez peut-être la liste des exploitants qui sont repris pour l'exercice 2023, vous verrez que vous n'aurez même pas 10 exploitants. Et sur terrain, on se retrouve à une centaine de permis non conformes à la loi, des permis que nous qualifions, nous, de politiques. Et qui sont les exploitants illégaux? Les membres du cabinet du gouverneur sortant, ses conseillers, des députés, des colonels, des généraux, que ce soit de la force terrestre, force navale, tout ça, des magistrats. Vous ne saurez pas la quantité de bois qu'ils ont exploité, parce qu'ils sont dans l'illégalité. Ils sont dans la clandestinité. Alors, vous ne saurez pas, en réalité, ils travaillent avec qui? Qui est derrière eux? Parce que c'est difficile de mettre la main dessus. Même chose dans la province de Maïndombe. Ici, c'est le ministre provincial de l'Environnement qui nous relate les faits. Nous sommes tombés sur un lot de bois, environ 4000 mètres cubes de bois rouge. C'était dans les Kiri, dans le territoire de Kiri. Bien malheureusement, encore, ces bois appartenaient ou appartiennent à un dignitaire de la province. Nous avons cherché à rencontrer un exploitant artisanal afin qu'il nous explique les rouages de son travail. Bien que la loi demande de se déclarer d'abord, nous, on ne saura pas le faire parce que les moyens sont maigres, de façon que si vous rentrez, vous allez de ce côté-là, vous commencez par payer les taxes et consorts, donc vous redevenez nulle part, vous ne saurez pas travailler. C'est pourquoi nous avons opté une manière de travailler en sorte que nous allons d'abord en forêt, nous exploitons et le produit que nous allons amener et nous venons payer nos taxes par rapport au lot que nous ramenons de la forêt. Face à cette situation, certains exploitants préfèrent s'organiser en coopérative ou en réseau pour pousser les décideurs à jouer son rôle d'encadreur. Signalons que les recommandations des États généraux des forêts, organisées en janvier dernier, insistaient sur la formation de ces secteurs qui échappent à l'État congolais. Nous pensons que si les autorités congolaises, à tous les niveaux, pouvaient mettre en exécution les recommandations des États généraux, les choses pourront peut-être bouger dans les bons sens. Notons que ce reportage a été réalisé grâce à l'appui technique de la télévision Environ News RDC.
Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.